Et vous avez jusqu'au 3 mars cette année pour cotiser le montant maximal admissible dans votre régime enregistré d'épargne retraite, le REER. Il vous reste donc 2 semaines pour le faire. Et pour ceux qui veulent en savoir plus ou les petits retardataires, ça arrive, on va répondre à quelques questions fréquentes sur le REER avec notre invité Charles Hunter Villeneuve, fiscaliste et planificateur financier chez Gestion Privée à la Banque nationale, avec qui je me suis entretenu un peu plus tôt. Bonsoir, Charles. Bonsoir, Olivier. Merci de nous aider à naviguer à travers les REER parce qu'on n'a pas toujours toutes les réponses. On va commencer tout d'abord par cette fameuse saison des REER. On entend ça souvent, cette expression-là. J'ai l'impression que si on recule de quelques années, il y avait peut-être plus de publicité, peut-être même une pression qu'on exerçait sur les gens pour cotiser davantage. Est-ce que ça a changé lors des dernières années? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas la même saison des REER comme on a déjà eu auparavant. On a une saison, mais elle est différente. Si on recule, par exemple, à la fin des années 90, il y avait pratiquement juste le REER pour épargner. Peu de temps après, on a vu apparaître le régime épargne-études et vers 98 au fédéral, au Québécois pour la subvention en 2007. Ensuite, il y a eu le CELI en 2009. Donc déjà là, il y a eu plusieurs autres véhicules d'épargne disponibles. Ensuite, on a eu ce qu'on appelle la pandémie en 2020, donc beaucoup moins de visites en présentiel, plus de rendez-vous en ligne, plus d'investissements autonomes aussi en ligne. Et pendant tout ce temps-là, le prix des maisons a continué à augmenter, ce qui a fait en sorte qu'il y avait une autre option d'épargne, c'est-à-dire de le mettre dans sa maison, plus le CELIAP en 2023. Alors là, on a une saison, mais ça fait beaucoup de choix là, pour monsieur, qu'est-ce que je choisis, etc. Beaucoup d'en ligne, donc ça change beaucoup, effectivement. Ça change, puis en ayant plus de choix, des fois, on ne sait pas exactement dans quoi mettre notre argent. Un conseiller. On va commencer tout d'abord avec le véhicule qu'on connaît tous, le fameux donc REER. Est-ce que c'est toujours, on pourrait dire, le meilleur véhicule d'épargne? Comment évaluer que le compte est approprié pour soi et à qui ça s'adresse principalement, Charles? Ouais. Malgré tous les nombreux choix d'épargne qui existent maintenant, y compris de mettre l'argent sur sa maison, le REER a encore la cote chez plusieurs ménages. Règle générale, plus j'ai un revenu élevé, plus je vais vouloir cotiser à mon REER parce que plus la déduction va être importante. Cependant, quand il y a des enfants mineurs dans le portrait, donc que ce soit des adolescents ou en garderie, monoparental, un ménage en couple, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, un revenu, deux revenus, peu importe, en autant que j'ai des enfants mineurs, c'est important de cotiser au REER parce qu'il va y avoir plus avantageux, c'est ça? Oui, parce qu'il y a l'économie d'impôt, mais il y a aussi les mesures socio-fiscales qui sont bonifiées. Allocation famille, allocation canadienne pour enfants, crédit pour frais de garde, subvention bonifiée pour le REER. Oui, alors c'est encore plus avantageux de cotiser à ce moment-là pour le REER. Bien, on peut avoir un remboursement de 70, 80, 90 %. Donc, ça vaut la peine pour les familles. Et toujours poser des questions, si on n'a pas évidemment toutes les réponses à son conseiller financier, puis de faire des appels donc à la banque. Cela dit, vous avez évoqué le prix des maisons. On en parle souvent également du prix des maisons. Ça a énormément augmenté lors des dernières années. On a mis en place des comptes pour aider les premiers acheteurs. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le CELIAP. Il y a aussi le RAP qui a été modifié lors du dernier budget fédéral. Entre les deux, quel côté on doit pencher finalement? De façon générale, le CELIAP risque de demeurer le choix gagnant parce qu'il n'est pas basé sur le revenu gagné, puis on n'a pas besoin de le rembourser comparativement au RAP. Cela dit, le RAP a encore sa raison d'être, même si, par exemple, là, un futur premier acheteur aurait décidé d'épargner dans le CELIAP. Et il n'y a pas nécessairement assez d'argent pour cotiser aussi à son REER. Donc, il y a une technique qui s'appelle la technique du prêt sur 90 jours qui permet de rattraper ces droits REER-là. Puis comme tu l'as dit, Olivier, dans le RAP, on peut aller maintenant jusqu'à 60 000 par personne. C'est ça, ils ont augmenté finalement le montant, puis ils ont augmenté aussi la période là, sur laquelle on doit faire le remboursement. Exactement. Ceux qui rappent en 2025, leur premier remboursement, c'est en 2030. Donc, quelqu'un qui a des droits REER inutilisés pourrait faire un prêt sur 90 jours pour rattraper ces droits REER-là. Par exemple, quelqu'un qui a 15 000, il emprunte 15 000 à la banque, cotise 15 000 en février. 90 jours plus tard, il rembourse son prêt en sortant son REER libre d'impôt. Fait qu'au net, ce qui lui reste, c'est ses économies d'impôt et mesures socio-fiscales dont j'ai discuté tantôt. Puis les premiers acheteurs, bien, c'est là qu'ils ont besoin d'argent. C'est quand ils achètent leur première maison. Alors, considérant aussi la valeur de l'argent dans le temps, ben c'est pas à négliger. Le RAP n'est pas à négliger, je vous dirais. Oui, tout à fait. Alors qu'on sait que c'est des véhicules qui sont extrêmement importants. La majorité même des premiers acheteurs utilisent le RAP puis maintenant aussi le CELIAP. Là. Ils utilisent de plus en plus le CELIAP. Puis des fois, le RAP, on a observé une certaine baisse là, de participation. Fait que c'est pour ça qu'il faut
parler plus de littératie financière sur ce sujet-là. Puis d'ailleurs, pour les personnes séparées, il y a un assouplissement au niveau du RAP qu'il n'y a pas dans le CELIAP. Donc, pour ces personnes-là aussi, c'est intéressant. Très intéressant. Maintenant, on va rester dans l'actualité. Oui, oui. La guerre des tarifs. Guerre des tarifs, il y a plusieurs téléspectateurs qui nous écoutent qui veulent boycotter les produits américains. Comment faire pour payer moins d'impôts américains sur ces placements? Et je suis certain que les gens, nécessairement à la maison, ne savent pas qu'on paye de l'impôt américain sur les placements. Là. Effectivement. On paye de l'impôt américain, par exemple, sur nos REER, nos CELI, nos régimes épargne-études, notre CELIAP. C'est un impôt américain, là, grosso modo, c'est 15 du dividende versé sur les actions américaines. Donc, si j'ai des actions américaines dans mon REER, CELI, CELIAP, REE, etc., je vais payer cet impôt-là, cette retenue d'impôt étrangère-là. Et la seule façon de l'éviter, ou presque, c'est dans un REER, pas dans les autres régimes. Dans le REER, parce qu'il y a une convention fiscale Canada-États-Unis, il y a aussi le CRI FRV faire, mais bon, le REER, il y a deux façons. On va rester sur le REER. Ouais. Il y a deux façons pour le REER pour éviter cet impôt étranger-là de 15 sur les dividendes. Soit que je détiens les actions américaines directement. Donc, je vois vraiment les actions américaines. Ouais, je vois vraiment les actions américaines sur mon relevé, le Walt Disney, Costco, etc., ou bien via un fonds négocié en bourse, coté sur une bourse américaine. Ouais, c'est peut-être des questions également qu'on vous pose de plus en plus donc lors des dernières journées. Peut-être une dernière question. On va terminer avec une question qui nous a été soumise par un téléspectateur, René Damour, qui nous demande, une fois à la retraite, quelle est la stratégie à adopter pour retirer ses REER. C'est une question qui revient énormément. Là. Oui, puis il n'y a pas juste une bonne façon. Fait que là, c'est normal qu'elle revienne. Donc, ça prend une analyse personnalisée. C'est du cas par cas. Alors, je vais tirer les grandes lignes. Premièrement, quand le retraité est dans son année de 72 ans, on n'a pas le choix. Il faut retirer ses REER en fer et ce minimum-là obligatoire augmente à chaque année. On n'a pas le choix. Mais parfois, c'est avantageux de retirer des REER avant 72 ans. Fait que c'est pour ça qu'on va regarder c'est quoi les autres sources de revenus que j'ai comme revenus imposables. Par exemple, les rentes gouvernementales, la pension de fédérale PSV, la RRQ. Si on est en bonne santé et que le budget le permet, dans la majorité des situations, on va dire de reporter les rentes à 70 et 72 ans respectivement pour les bonifier de 36 et de 58,8, pleinement indexés jusqu'à la fin des jours. Ce qui fait en sorte que, par exemple, un bon moment pour retirer des REER serait entre 65 et 70 ans, par exemple, entre 65 et 69. OK. Garder des revenus, vous l'avez dit, donc similaires essentiellement. Oui, c'est ça, exactement. Puis utiliser au bon moment également. Puis quelqu'un qui a un fonds de pension, souvent, sa rente de retraite à 65 ans baisse. Fait que là, son revenu est plus bas, alors on pourrait retirer des REER à ce moment-là. Tout à fait. Alors, on l'aurait dit, saison des REER qui se termine le 3 mars. Exact. On est maintenant mieux informés grâce à vous. Alors, Charles Hunter-Villeneuve, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci, Olivier. Merci. C'était un plaisir.